Bonjour Emmanuel, Salut Inga, ça va? oui et toi? Alors, je suis contente de t'avoir aujourd'hui parce que j'aimerais bien présenter ta marque qui Mhm. s'appelle Ephir, donc la marque de sacs de luxe faite en France. Et tu fais partie du programme depuis quelques mois déjà. Et voilà, je voulais un petit peu savoir un petit peu plus comment ça se passe, comment tu as créé ta marque et un petit peu savoir plus sur toi et comment tu vis aussi le programme. Alors, Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta marque? Oui, alors donc je m'appelle Emmanuelle, je suis la créatrice de la marque de maroquinerie Ephir Paris comme tu l'as dit. J'ai créé la marque en 2015, donc j'ai créé la première collection en 2015 et moi je suis styliste de formation et j'ai travaillé pendant 5 ans avant de me lancer pour des grandes maisons. Et à un moment, j'ai eu envie de me lancer, de proposer ma propre vision de l'accessoire et de la maroquinerie. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce projet-là. Et j'ai eu envie de me positionner assez vite sur le haut de gamme parce que c'est ce que j'aimais et ce que je savais faire. Donc, je fabrique aujourd'hui en France, 100%. Et quand je me suis lancée, je produisais en France et au Portugal aussi. Mais là, depuis 1 an, je me suis concentrée sur le Made in France à 100%. J'avais une stratégie au départ plutôt mixte de distribution, même plutôt business. Je m'adressais surtout aux boutiques, petits revendeurs et grands magasins. Et avec tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire, le confinement, ça m'a obligée un peu à revoir mes projets de départ. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire le programme avec toi, du coup, pour booster cette partie digitale que je ne connaissais pas et qui manquait à mon projet. Très bien. Dis-moi, la marque Ephir, ça existe depuis 5 ans, il me semble. C'est ça. Au début, quand tu es lancé, donc il y a 5 ans, c'était quoi ton idée de base où tu t'es dit, voilà, il y a un marché à prendre et je peux me différencier? Est-ce que c'était quelque chose que tu as étudié ou c'était plus, tu avais envie de proposer quelque chose de nouveau que tu n'as pas vu sur le marché? J'ai pas fait une étude très approfondie, étant créative, c'était plus quelque chose de l'instinct. Mais je sentais qu'à l'époque, il y avait peut-être une proposition premium, en tout cas luxe, accessible, qui manquait un petit peu sur la maroquinerie. Et j'avais envie d'avoir des sacs, et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, des sacs qui se transforment au fil de la journée. Donc, j'ai des sacs qu'on peut porter en banane, on change la bandoulière, on peut la porter en bandoulière à l'épaule. J'ai aussi travaillé des sacs qui se transforment en sacs à dos, qui étaient des sacs à main initialement. Donc, c'est ce côté-là que moi, que je voulais un peu creuser et proposer aux clientes. Est-ce que au final, 5 ans plus tard, tu t'es dit, je suis toujours sur la bonne voie? C'est exactement ce qu'il fallait proposer et tu vas continuer dans cette voie? Je pense que la base est toujours bonne. Par contre, il y a des petites choses, je pense, que je vais mettre un petit peu à jour à partir de l'année prochaine. Et ça, c'est aussi grâce à la vente directe, parce que je me rends compte vraiment tout de suite de ce qui plaît aux gens et ce qui ne plaît pas, quels sont les freins. Et ça va m'aider pour l'année prochaine à rediriger un tout petit peu ma ligne créative. C'est intéressant, ça veut dire que maintenant tu touches plus le client et tu as le retour direct que ce que tu proposes. Et avant, tu passais par les revendeurs et c'était moins clair le retour. Oui, oui, parce on avait toujours, quand on avait une bonne relation avec les acheteurs, ça pouvait même être les acheteurs des grands magasins, on pouvait avoir des feedbacks en fin de saison, voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, mais eux-mêmes n'étaient pas en contact direct avec les clientes. Donc, on n'avait jamais vraiment le message exact que les acheteurs essaient de nous passer. Alors que là, aujourd'hui, je vois bien ce qu'ils achètent. Il y en a qui me laissent des commentaires. Je vois sur les réseaux sociaux aussi les gens qui me répondent. C'est vrai qu'avant,
j'étais un petit peu moins proche du client parce que c'est ce que j'avais appris au fur et à mesure de mes expériences. Mm. Que, comme on vendait à des professionnels, des acheteurs, des grands acheteurs de magasins, de, de department store, il fallait garder ce, ce côté un peu plus en retrait et très professionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour fonctionner sur le digital, il faut être un peu plus dans le contact avec les gens et un peu plus proche d'eux et être plus naturel aussi. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi une étape du processus pour fonctionner en ligne. Ouais, en fait, pour chaque étape dans notre vie, on a des challenges qui nous permettent à nous changer tout simplement et s'adapter à la nouvelle réalité. C'est vrai que quand tu t'es lancé ta marque il y a 5 ans, la conjoncture était un peu différente. Il Oui. suffisait juste d'avoir les contacts des acheteurs, montrer le produit et avec un peu de chance, être positionné dans les boutiques. C'est comme ça que tu as démarré. C'est comme ça que j'ai démarré et c'est comme ça que j'avais été formée. C'était Le old school. old school, comme tu dis. L'ancien fonctionnement pour réussir une marque, c'était ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus du tout la même chose. Les salons ferment parce qu'on est confiné. Mais C'est... alors, il y a 5 ans, tu as démarré, ça a plutôt bien pris. Oui, Tout de suite, tu as eu un bon retour positif des acheteurs. ça n'a pas démarré, ça n'a pas fait un boom au départ, mais en tout cas, toutes les saisons, j'augmentais mon nombre de revendeurs et j'avais des bons retours. Et on faisait du chiffre et ça avançait petit à petit, mais ça avançait quand même. Et en 2019, déjà, j'ai commencé à sentir un peu la tendance boutique s'inverser. On a eu beaucoup d'événements à Paris aussi qui ont fait que les commerces ont souffert et souffrent encore maintenant. Et forcément, le digital, à un moment, doit intervenir pour combler ce manque de visites en boutique physique. Voilà. Je dirais qu'en 2019, il y a eu un déclic et la crise sanitaire a accéléré le processus, je pense, pour tout le monde. Et ton site Ephir actuel, il existe depuis combien de temps? Alors, celui qu'on peut consulter aujourd'hui, il est efficace depuis, on va dire, cet été. Mais j'avais un site vitrine quand je me suis lancée, qu'on a transformé en site marchand au fur et à mesure des collections. Mais il est vraiment efficace et optimisé depuis le programme. Avant, c'était pas, comment dire, j'avais pas vraiment travaillé dessus de façon approfondie. Donc en fait, ce que tu as remarqué, c'est qu'à partir de 2019, la tendance a commencé à se renverser. Mm. Donc les boutiques étaient un peu moins présentes. On sentait peut-être qu'au niveau de vente, tu as eu une tendance peut-être qui baissait aussi. Et peut-être, oui, le confinement, c'était pour toi un déclencheur, mais en réalité, tu as senti qu'il y a un changement beaucoup avant. Oui, ça C'est faisait un... là où tu as transformé la vitrine en boutique. Ouais. C'est ça. Donc la e-shop, elle existait depuis en réalité 2019. Même, je crois qu'on l'a vraiment changé en décembre 2018. Décembre 2018, déjà, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. On a lancé ce nouveau site qui était un petit peu plus efficace pour la vente. Et on a fait quelques ventes dessus grâce à ça. Alors qu'avant, on vendait très, très peu sur le site. Là, on a vendu un petit peu plus. Et après, en juillet, avec toutes les optimisations, on a vendu beaucoup plus qu'avant. Et avant, dès le départ, tu es parti sur Shopify. Non, j'ai commencé sur PrestaShop avec un développeur, un ami qui m'a aidé à créer mon site. Et c'était très bien au début parce qu'il n'y avait pas grand-chose à gérer. Moi, je n'avais pas forcément de commandes tous les jours ni toutes les semaines, donc ça ne posait pas de problème. Je n'avais pas besoin de le mettre régulièrement à jour. Et à partir de 2018, j'avais besoin de reprendre un peu plus la main dessus,
de créer de la nouveauté plus régulièrement. Et du coup, c'est vrai que de ne pas pouvoir le faire moi-même, ça m'a un peu bloquée et j'avais besoin d'avancer à mon rythme. Et c'est là que j'ai décidé de passer du coup sur Shopify. Comment tu as fait la migration? Alors, c'est mon ami développeur qui m'a aidée parce que je pense qu'à l'époque, je n'aurais pas réussi à le faire toute seule. Mais ça s'est très bien passé. On a fait ça en quelques jours. Et après, le site sur Shopify, je pense que je l'ai fait en 2 jours. Tu as Donc, fait toi-même ton site. ouais, Bravo. merci. Et le choix de produire en France, c'est parce qu'il y a une certaine philosophie que tu es en train d'évoquer avec ta marque? Oui. En fait, moi, au fur et à mesure euh, de mes postes pour les autres marques, je voyais, j'allais dans les usines pour voir les productions, pour voir les développements. C'était souvent en Asie, souvent en Inde, et ce que je voyais me plaisait pas forcément. Du coup, quand je me suis lancée, je me suis dit, je veux produire le plus localement possible, donc Europe proche ou France, France dans l'idéal, mais les coûts de fabrication sont tellement élevés que forcément, pour avoir une offre intéressante pour tout le monde, c'était bien d'avoir un petit peu d'Europe. Et, euh, et je voulais aussi promouvoir le savoir-faire français, parce que c'est vrai on a des artisans exceptionnels en France, et c'est dommage de perdre ça au profit d'artisans très bons aussi ailleurs, mais c'est bien de pouvoir promouvoir l'artisanat français, surtout quand les artisans sont aussi qualifiés. Mm. Et c'est vrai que moi, je voulais mettre ça en avant. Alors, c'est sûr que c'est des produits du coup qui coûtent plus cher, mais les clients qui s'offrent des produits de la marque sont contents aussi de pouvoir apporter leur petite pierre à ça aussi. Et aussi, tu as une certaine éthique pour produire le cuir. Tu prends pas n'importe quel cuir pour tes sacs. Non, je vais visiter les tanneries et je m'assure que tout se passe dans les... Parce qu'en Europe, on a beaucoup de réglementations, enfin les tanneries ont beaucoup de réglementations dans les produits chimiques qu'ils utilisent, dans les traitements, parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour tanner, mais l'Europe a mis beaucoup de règles en place pour que on ne pollue pas l'eau et pour qu'elle soit bien recyclée. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est important de respecter au maximum l'environnement. Forcément, dès qu'on produit quelque chose, on a un impact, mais il faut être conscient de ça. On ne peut pas être green à 100%, mais c'est vrai que moi, je fais le maximum pour produire de façon responsable, en petite quantité, avec des artisans très compétents et qui font attention à leur empreinte environnementale, que ce soit en Italie, en France, en Espagne. Comment tu les choisis? Ou tu te dis, c'est bon, avec lui, je peux travailler, c'est le cuir qu'il me faut. Déjà, on se rend compte. S'il y a un contact qui se crée, ça va forcément m'intéresser encore plus. Je suis pas mal dans l'humain aussi, donc s'il y a un bon contact, ça fait une bonne partie du boulot. Et ensuite, c'est vraiment, je vais regarder les cuirs et c'est une sensation. Si moi, elle me plaît, si je trouve que la peau est belle, déjà en esthétique, que je sens qu'elle ne va pas s'abîmer, qu'elle va durer dans le temps, je vais la sélectionner. Et ensuite, il y a toute l'étape plus environnementale et qui rentre en jeu. Donc, c'est ces 3 étapes-là qui font l'alchimie. Est-ce que les fournisseurs que tu as choisis au démarrage, il y a 5 ans, et maintenant, ça a changé ou c'est toujours les mêmes? Il y en a qui sont toujours là. On travaille toujours ensemble depuis 2015 et on est très contents tous. Il y en a qui ont changé. Par exemple, l'atelier au Portugal, on a travaillé 3 ans ensemble. Maintenant, du coup, on fait tout en France, donc on ne travaille plus avec eux, mais on avait une très bonne relation aussi. Dans les cuirs, ça a un petit peu évolué.
au début, je voulais faire que du français et je ne trouvais pas forcément tout ce dont j'avais besoin. Donc, du coup, maintenant, on va dire que c'est plus 50-50. 50 français, 50% Italie. Mais voilà, je dirais que peut-être la moitié de mes fournisseurs sont toujours là et l'autre moitié a changé. Euh, Est-ce que au niveau de proposition de produits, ça a un peu évolué de ton côté? Est-ce que, par exemple, tu as augmenté la fréquence avec laquelle tu vas présenter les nouveautés ou tu restes à peu près sur le même rythme qu'avant quand tu as démarré avec les revendeurs? Alors avant, quand je travaillais avec les revendeurs, on avait 2 saisons de présentation par an. Donc, je faisais l'hiver et l'été et je me calais sur les calendriers de Fashion Week. Aujourd'hui, vu que on change un petit peu de cap, je pense que je vais plus respecter mon calendrier à moi et faire en fonction de mes envies et inspirations. Je vais quand même respecter un calendrier, je vais dire, un peu classique, mais je ne vais pas me bloquer sur le calendrier de la Fashion Week. Et j'espère pouvoir faire plusieurs nouvelles collections par an. Ce sera peut-être un produit que je présenterai en février, un autre 2 mois plus tard. Donc, je pense que ça sera peut-être moins des grosses collections 2 fois par an, mais plutôt des petites capsules tout au long de l'année. Et mon atelier avec lequel je travaille me permet ça. Et dans cette nouvelle optique aussi, de travailler plus régulièrement et sur toute l'année plutôt que d'avoir des gros coups de boost 2 fois par an. En fait, au lieu d'être rigide et se dire, voilà, je fais 2 collections par an, comme avant, parce que c'est les moments forts où les acheteurs ils viennent pour voir les collections, là, tu es libre à choisir ton propre rythme et la fréquence avec laquelle tu veux introduire les nouveautés. C'est ça. Donc, ça prend un petit peu de temps à mettre en place parce que tout est un peu chamboulé. De toute façon, cette année, tout est chamboulé de toute manière. Mais en tout cas, je pense que ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel de cette façon. Et à mon avis, les clients s'y retrouveront aussi. Parce que, évidemment, je ne vais pas sortir un sac d'été en plein hiver. Mais ça sera un petit peu plus au fil des inspirations. Très bien. C'est vrai qu'on s'est rencontrés cette année, en été. C'est le moment quand tu m'as contacté. Qu'est-ce que tu as fait vraiment un déclic où tu t'es dit, c'est bon, c'est le moment d'y aller, de changer le mode de fonctionnement parce qu'il n'y a rien qui va. À quel moment tu te dis, OK, c'est là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est quand j'ai vu ton programme. J'ai regardé l'étude de cas. Et quand j'ai vu la balance old school, new school, je me suis dit, mince, je suis exactement dans les old school. Très old school. Voilà. Et bon, je me suis dit, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Le chiffre commençait à baisser, toutes les boutiques étaient gelées, rien ne se passait. Et j'ai eu l'impression que le programme couvrait vraiment beaucoup de domaines d'un projet e-commerce. Et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est pas juste travailler le site internet et faire de la pub. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on fait en amont pour préparer tout ce travail. Et je crois que c'est ça, moi, qui me manquait depuis un petit bout de temps, que je n'arrivais pas forcément trop à formuler. Et je n'arrivais pas non plus à trouver la personne pour m'aider à faire ça. Et là, le fait que tout soit condensé dans un même programme, je me suis dit, bon, bah, c'est un signe, allons-y. Et encore, ça s'est fait à l'instinct, comme pas mal de choses dans mon projet. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que quand tu es arrivé dans le programme, on avait 2 challenges. Le premier, c'est que le fait que la marque, ça fait 5 ans qu'elle existe et qu'à un moment donné, tu t'es dit, je ne sais plus quoi faire. Donc, ça fait, tu es toute seule, c'est normal, il n'y a personne qui te challenge.
je pense que tu t'es posé peut-être les questions, c'est quoi le prochain virage? Comment je peux continuer à passer les messages avec ma marque, continuer à vivre, mais innover en même temps. Donc, je Mhm. pense que tu avais besoin de ce boost aussi Ouais. pour passer le cap. Mm. Et le deuxième challenge que tu avais, c'était le stock, Mm. que tu avais beaucoup sur le bras, en fin de compte. Ouais. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être les revendeurs, et ils n'ont pas pris tout ce que tu avais, ce qu'ils t'ont promis à prendre. Mm. Et quand tu arrivé dans le programme, tu avais ce problème aussi qu'il fallait résoudre dans les médias pour te permettre à financer le programme Mm. et faire ce travail un peu plus de fond que le programme permettait. Ouais. Comment tu as vécu justement ces deux challenges qui étaient devant toi? Bah, en effet, le premier challenge de devoir écouler le stock, parce que c'est des commandes qui avaient été passées et qui n'ont pas été confirmées au moment du confinement. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec un peu de stock des anciennes collections, mais aussi un stock là que j'avais aucun moyen d'écouler à part faire un site internet et vendre sur internet. L'autre souci, c'est que les anciennes collections que j'avais sur les bras, mes clients actuels les connaissaient déjà et j'avais besoin d'aller toucher d'autres personnes que potentiellement intéressées par ces produits et qu'ils n'avaient jamais vus. C'est là que le travail de pub a aidé aussi pour aller toucher une nouvelle audience, de nouveaux clients en France et à l'étranger. Et le premier challenge qui était mince. Le premier challenge pour toi, c'était le changement de cap. Donc, il fallait vraiment se dire, c'est quoi le futur de EFIR et qu'est-ce que je veux construire dans les prochaines 5-10 années. Ouais, oui, parce qu'au bout de 5 ans, quand ça commence un peu à perdre de vitesse, je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'il ne faut pas partir sur quelque chose d'autre ou donner quand même la chance au projet. Je voyais qu'il y avait quand même de l'engouement pour la marque, les gens aimaient bien les produits, mais en même temps, c'était pas très dynamique, surtout à cette période-là. Donc, il fallait prendre une décision en fait. Soit se dire, bon, on part sur autre chose, soit on continue et on met toutes nos forces dans ce projet-là, mais du coup, il faut y aller à fond et il faut trouver un nouveau souffle. Et bah, j'ai choisi l'option nouveau souffle et nouvelle dynamique. Et d'ailleurs, ça a marché, donc c'est bien, mais c'est, la partie n'est pas encore gagnée, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais en tout cas, oui, ça m'a aidé à me rebooster. Alors, justement, si on parle des deux problématiques, donc le nouveau souffle, comment tu as su le retrouver? Je comprends que c'est pas encore, c'est le travail de longue haleine, mais comment tu as su justement, grâce au programme à M-Fashion, de retrouver ce souffle hein, pour t'aider à être motivé, à continuer à voir la vision, à avoir la vision pour ta marque? Mhm. Bah, déjà, de devoir suivre un programme qui est pensé pour nous et nous, on a juste à regarder le programme, mettre en application. On n'a pas tellement à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire. Tout est bien détaillé, on suit les vidéos, on travaille et on ne réfléchit pas, on y va. Et ça, en fait, ça m'a aidé parce que d'avoir euh, d'avoir un but, en fait, je me suis dit, OK, là, j'ai ce programme, il faut que ça vende et que j'écoule mon stock. J'avais une ligne claire et j'ai fait toutes les étapes et ça a marché au final et je me suis dit, bon, bah, OK, en fait, c'est pas tellement le produit ou c'est pas tellement la marque le problème, c'est juste que c'est la façon dont on le tourne et comment aller chercher les nouveaux clients. Ensuite, le travail de fond aussi sur la marque. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment formulé de cette façon-là. Et je trouvais que c'était un travail assez intéressant parce que ça permet de se recentrer sur ce que pourquoi on fait ça. Et on le transmet aussi mieux aux gens quand on le sait. Parce que si on base tout sur l'instinct comme ce que je faisais avant, il y a des choses qui passent un petit peu à la trappe.
et on peut se perdre aussi. Alors que quand tout est défini clairement, que tout est écrit, que tout est bien cadré, c'est plus facile de passer le message. Et on est plus en phase aussi avec ça. Donc, moi, c'est ça aussi. J'étais un peu dans le doute par rapport à cette partie image. Parce que c'est important pour moi parce que je suis styliste, donc forcément l'image c'est important. Et quand c'était un peu flou, quand j'étais pas très sûre, c'est vrai que je pouvais pas m'épanouir comme je le suis maintenant. Donc ça m'a aidé pour ça. Et c'est déjà pas mal. Sinon, et oui, et en plus maintenant, je sais, j'ai vraiment un rythme au quotidien pour m'aider à avancer et du coup, voilà, je sais où je vais. Et ça booste aussi parce que tu n'avances pas à l'aveugle. Tous les matins, j'ai un peu ma routine. Je fais toujours les mêmes trucs. Je regarde, je contrôle, j'optimise si ça ne va pas. Et que ce soit pour des pubs, pour le site, pour les réseaux sociaux, pour la prod, tout est un peu plus cadré. Et justement, à quoi ressemble ta journée aujourd'hui? À quoi ressemble ma journée Ta journée type, je prends pas de ma, shooting. journée, ma journée type de travail commence vers 8h30 où je regarde mes mails, je check un petit peu les réseaux sociaux, je réponds aux messages, aux commentaires qu'on m'a laissés. Ensuite, je vais faire un petit tour sur mes pubs, je regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, je fais des petites modifications pour que tout reparte bien. Et ensuite, selon le jour de la semaine, je vais travailler plus sur la production, d'autres sur un peu plus le commercial et le marketing, prévoir toute la stratégie pour le mois d'après ou pour les mois d'après. Et en général, il y a toute la partie commande où je vais aller préparer les commandes de la veille et les expédier. Parce que ça, c'est une nouvelle vie aussi de devoir gérer l'e-commerce et les expéditions. Donc, il y a ça qui me prend une bonne partie aussi de la journée. Et est-ce que tu as le temps de regarder les modules et faire le travail un peu de fond à côté? Je me fais des journées en fait complètes. Je me cale des journées dans la semaine où je le fais toute la journée. Parce que si je fais qu'une demi-journée, je ne suis pas aussi impliquée. Donc maintenant, je fais plutôt des journées entières où je regarde un module, je le mets en application, éventuellement j'en fais un deuxième. Enfin, un deuxième. Mais voilà, je me fais des journées entières. Quand j'ai commencé, je faisais ça tous les jours. Je l'ai fait pendant 2 semaines tous les jours. J'étais à fond et c'est ça qui sert aussi à ce que le programme soit efficace. C'est d'être très, très impliqué et de tout donner au début. Et maintenant, je ne peux pas le faire tous les jours, tous les jours 24 heures sur 24, mais je me prends une journée par semaine pour le faire. Est-ce que depuis que tu as commencé le programme, tu te sens moins seule? Oui, parce que bon, déjà, tu nous réponds quand on a des soucis, et on a aussi cette page Facebook sur laquelle on échange avec les autres créateurs aussi. Et ça, je trouve que c'est super parce que au départ, on peut avoir un peu peur de poster nos réussites comme nos questions parce que c'est pas forcément tous des concurrents, mais on a forcément cette petite inquiétude de se dire bon, je sais pas, j'ose pas trop. Et après, dès la première question, on se rend compte que c'est super bienveillant, que tout le monde participe, que tout le monde a envie de répondre, que tout le monde a les mêmes galères ou pas. Mais en tout cas, soit on est un peu réconforté, soit on est motivé par la réussite des uns, des autres. Donc ça, c'est super aussi. Tu te connectes au coaching call de temps en temps? Oui, un peu plus maintenant. Il y a eu des moments où je ne pouvais pas trop le faire. Mais oui, je trouve que c'est important de pouvoir, même si c'est que pour écouter, ça m'est arrivé de regarder les replays. C'est bien d'écouter de temps en temps où en sont les autres, si on a des questions, de pouvoir les poser et d'avoir des réponses, mais aussi celles des créateurs, c'est toujours
toujours sympa d'avoir un autre point de vue. Parce que nous, on a la tête dans le guidon, on avance un peu avec des œillères et des fois, de prendre du recul et d'avoir l'avis des autres, c'est bien. Euh, alors, quand tu as commencé, si on regarde vraiment côté pratico-pratique, parce que là, on a touché le premier sujet, c'est ton travail de fond que tu continues encore à faire, parce que ton objectif, c'est aujourd'hui, c'est de transformer la marque. Là, avant, tu étais vraiment dans la zone de confort où tu discutais avec les acheteurs et puis tu faisais tes collections. Ouais. Maintenant, tu sors de ta zone de confort parce que tu deviens aussi une marque digitale progressivement. Ouais. Tu comprends mieux ton client, tu arrives à ajuster ton produit aussi par rapport à la demande. Tu vois ce qui se vend mieux, ce qui se vend moins bien. Et du coup, tu peux adapter aussi tes collections, tes couleurs, le choix de typologie de sac que tu peux proposer. Donc ça, c'est le changement de longue haleine que tu as commencé à faire cette année et qui t'a transformé en une entrepreneur un peu plus digitale. Tu as toujours ce background styliste, mais là, tu ajoutes cette couche supplémentaire pour pouvoir gérer ton site, tes commandes, etc. Quand tu es arrivé au programme donc cet été, moi, je t'ai dit, on va renverser la manière de procéder. Souvent, je dis, on commence d'abord par compréhension de son client, compréhension de ta marque, et puis on avance sur le site. Et après, la dernière stade, on touche les Facebook Ads. On ne les touche jamais avant. Avec toi, je t'ai dit, faisons d'abord les Facebook Ads. Parce que le site, il était plus ou moins bien adapté à l'e-commerce. Tu as déjà eu ce background que je pouvais utiliser. Donc, je t'ai dit, écoulons le stock, faisons ça vite pour que tu puisses te libérer de cette charge de ta vie d'avant et commencer ta nouvelle vie. Donc, commencer le nouvelle histoire de Ephir. Ce que tu as fait avec la brillance. Oui, ça a bien marché. Ce que tu as fait avec la brillance, avec très peu de support que tu as demandé de ma part, tu t'es bien débrouillé avec les modules. Et tu as lancé tes pubs, donc tu as rejoint en fin juin, c'est ça? Oui, je crois que j'ai commencé à faire la formation tout début juillet. Tout début juillet. Tu as lancé tes pubs, c'était mi ou fin juillet. Ouais, oui, c'est ça, mi-juillet. Et le mois suivant, tu as fait, juste avant les vacances d'août, tu as vendu au moins combien? J'ai fait, entre le début des pubs et mon départ en vacances, je crois que on a fait 10K, un truc comme ça. Et en gros, j'ai fait en un mois ce que je faisais en un an avant. Donc, tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je crois que tu as aussi eu pas mal de mails Oui. de nouvelles personnes qui ne te connaissaient pas, qui t'ont découvert pour la première fois. Ouais, j'avais une très petite base avant, parce que c'est pas du tout quelque chose que je travaillais. J'avais juste mes clients, les premiers abonnés, les abonnés de la première heure, on va dire, qui étaient là depuis le départ. Qui Et traînaient depuis 5 ans. depuis 5 ans. Et moi, c'est vrai que je ne boostais pas trop ça. Les newsletters, j'en faisais peut-être une tous les 2 mois. Enfin, c'était vraiment pas mon truc. Et là, je gagnais 15 followers, pas 15 followers par jour, 15 abonnés à ma newsletter par jour. Et c'est un truc que j'avais jamais vécu. Donc, c'était sympa de voir que le concept plaisait à des personnes nouvelles. Mm. Et ça, Et, oui, ça a été grâce aux pubs et principalement aux pubs. mais surtout que tu as démarré très vite. Tu t'es débrouillé seul. À un moment donné, je regarde Instagram, je vois ta pub, je dis ah oui, elle a déjà lancé. T'étais vraiment efficace. Pour une styliste qui vient rejoindre pour comprendre un petit peu le digital, tu étais déjà à fond. Tu as lancé tes pubs, je t'ai juste donné deux, trois astuces pour les améliorer. Et puis, je crois pas que le budget était énorme non plus que tu as dépensé. Non, non, c'était vraiment pas grand-chose. J'étais à 30 euros par jour au début. Ouais. Et avec ça, je faisais 2-3 ventes par jour. Avec des paniers moyens à 250 euros, 150 euros, 150 euros au départ, je crois. Mais enfin, c'était super, ça marchait très bien.
Et le stock, tu l'as écoulé au final ou ça t'as resté un petit peu? Il m'en reste un petit peu, mais parce que j'avais pas tout mis non plus à l'époque. J'ai un, Hmm. euh, j'ai un petit peu réajusté à la rentrée. Donc là, il m'en reste un petit peu, mais je vois le bout du tunnel. C'est justement pour laisser un peu de choses sur ton site parce qu'au final, là, il faudra proposer des nouveautés maintenant. Oui, oui, sinon je vais me retrouver avec rien à vendre. Ça serait un peu dommage pour une marque e-commerce. Mais non, là, je vais commencer à retravailler avec l'atelier sur les nouvelles collections. Mais en attendant de pouvoir mettre ces nouveaux produits en ligne, il faut quand même des choses pour que les personnes puissent faire leur shopping. Et ce qui a changé aussi dans ton activité, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles en précommande pour les nouvelles collections. Oui, Il n'y a plus de stock. non. Est-ce que Vraiment, tu peux décrire un petit peu cette partie? Comment oui. tu travailles aujourd'hui? Bah, la précommande, moi, je la connaissais avec les acheteurs de boutiques parce que eux précommandent, on a 3 mois pour fabriquer, on leur livre après les produits. Et là, je me suis dit, bon, pour du e-commerce, on pourrait peut-être réutiliser ça. Ça me permettrait de ne pas avoir à produire un stock, d'avoir des invendus, de gâcher, de polluer pour rien. Et forcément, l'idée de la précommande, je trouvais que ça pouvait sans doute fonctionner. Du coup, aujourd'hui, avec mon atelier, on peut produire en un mois et demi, à partir du moment où la précommande est fermée. Donc, vous commandez sur le site, on fabrique en un mois et demi, et vous recevez après le produit. Donc ça, c'est nouveau, c'est un peu compliqué à mettre en place pour des particuliers et pour faire comprendre la démarche, même si on la voit de plus en plus chez les créateurs, mais c'est un petit peu étrange pour les particuliers de fonctionner comme ça. Et on sent que ça prend doucement, mais je pense que il faut Les continuer. gens, ils vont s'habituer en fait. Parce que quand on a un beau produit, parce que tes produits sont très beaux, on a un beau produit qui est fabriqué de manière éthique dans des ateliers locaux. Donc, à un moment donné, on comprend Mhm. qu'on peut attendre pour obtenir ce produit. Oui, Après, c'est vrai que je pense qu'au fil du temps, tu vas proposer plus de produits sur ton site, plus de choix, parce que là, je crois en précommande, il y a un seul modèle en plusieurs coloris. Ou deux. On a le grand sac Léon qui est dans plusieurs coloris et on a aussi le petit portefeuille assorti qui est aussi en précommande. Donc on Mm. a un sac et un petit accessoire. Donc c'est vrai que c'est pas grand chose pour l'instant, mais oui, par la suite, on aura des gammes un peu plus grandes. Ouais, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que l'année 2020, finalement, pour toi, c'est une vraie année de changement, de transformation. Pas seulement devenir la marque digitale, mais même la manière comment tu procèdes aujourd'hui pour proposer les nouveautés. Ouais, oui, tout est bouleversé. Tout est Mais boule- est-ce que tu regardes la partie B2B, justement? Alors, je ne fais plus de démarchage. Donc, je vais pas. Parce qu'avant, ça me prenait beaucoup de temps d'appeler les boutiques, de les contacter, d'envoyer des mails, de faire des rendez-vous, de présenter les produits, de les recevoir en salon, de passer la commande, de rappeler pour confirmer. Il y avait toute une étape, c'était assez laborieux. Et pour moi, c'était pas le truc le plus sympa. J'aimais pas trop faire ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que là, d'être libérée de cette partie B2B, c'est un peu un soulagement. Et aujourd'hui, donc, je ne fais plus de démarchage, mais grâce aux pubs Facebook, j'ai des boutiques qui viennent me voir en me disant j'ai découvert votre produit, j'aimerais bien vous avoir en boutique. Donc Le monde devenu voilà, à c'est l'envers. complètement inversé. Donc maintenant, je travaille encore avec des boutiques, mais c'est plus moi qui les démarche de façon frontale. Ça se fait un petit peu plus, de façon un petit peu différente. Et tu reçois beaucoup de demandes? J'en reçois quelques-unes. C'est pas non plus 5 boutiques par jour, mais oui, on a des demandes. Ouais, parce que tu vas encore très doucement. Même au Oui, niveau de ton investissement Facebook, ça reste encore, tu progresses, ouais, tu fais mieux, mais tu prends aussi ton temps à progresser. Tu veux pas aller hyper vite. non.
Mais c'est bien, c'est aussi la manière de faire, ce qui te rassemble. Mhm. Ok, très intéressant. J'ai aussi, ce que j'ai constaté, c'est que tu fais de très belles photos. Merci. Ton compte Instagram, il donne envie. Et je voulais comprendre un petit peu mieux comment tu procèdes, parce que c'est pas forcément les photos que tu fais avec un photographe, c'est les photos que tu arrives à faire toi-même. En fait, je fais des photos avec une amie photographe euh, 2 fois par an pour les photos qu'on appelle backshot, donc sur fond blanc pour le site, Mhm. et des shootings aussi portés. Donc ça, j'en fais 2 par an pour présenter les nouveaux modèles, parce que je suis quand même assez attachée aux belles images, donc, et je ne peux pas tout faire moi-même. Je n'ai pas l'œil de mes amis photographes. Donc voilà, donc, je travaille avec elles pour ça. Et ensuite, c'est des images que je prends au quotidien avec le téléphone, avec un appareil photo. Un peu au fur et à mesure, je ne me prévois pas des shootings à moi-même. Je ne me dis pas demain, je vais shooter une dizaine de photos pour Instagram. C'est vraiment au fil de l'eau, au quotidien. Je vois quelque chose qui me plaît, je le prends en photo. C'est un nouveau réflexe. Oui, c'est un nouveau réflexe que je n'avais pas vraiment avant. Et tu as aussi appris, t'as appris à faire les gifs et les petites vidéos d'animation pour présenter tes sacs. Oui, ouais, les gifs, ça a été un sacré truc aussi à apprendre, mais au final, maintenant que je sais comment ça fonctionne, c'est super efficace et c'est vrai que ça me plaît bien. Ça permet d'expérimenter aussi des nouvelles choses et d'exprimer ma créativité, entre guillemets, de nouvelles façons. Et justement, ce process de création des vidéos, qui peut paraître assez laborieux pour certaines personnes, Mm. je trouve que tu l'as fait avec vitesse grand V, pareil, parce que c'était une des recommandations que je t'ai données pour tes pubs, pour que ça rende un peu plus vivant, et qu'on a besoin de voir les démonstrations d'un produit de toute façon. Mhm. Et là, tu sors des vidéos, mais hyper professionnelles, alors que tu les fais toi-même. C'est impressionnant. Ah oui, c'est fait dans mon salon. C'est Ouais. vraiment bien fait. Ouais, merci. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte que la vidéo, c'était indispensable et je vois bien que ça change pas mal de choses. Enfin, les clients euh, se projettent mieux avec le produit en mouvement que juste une jolie photo où tout est bien lisse, bien nickel. Et au final, il vaut mieux montrer les choses sans filtre et la façon dont elles sont en réalité. Donc, j'ai pas peur en effet de. J'ai plus peur parce qu'avant je le faisais pas parce qu'il fallait être très professionnel, nickel, haut de gamme, machin, Parfaite. parfaite. Et maintenant qu'il n'y a plus cette charge-là, Mais à quel moment tu l'as fait tomber cette charge? À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je peux me lâcher? ah bah c'était avec le programme hein, parce qu'avant, avant c'était bien cadenassé tout ça et on pouvait rien faire pour que je sortais rien sans que ce soit complètement nickel. Là, c'est vrai que je l'ai compris au fur et à mesure du programme et je l'ai mis en application et j'ai vu les effets. Je pense que si je l'avais vu dans le programme, je l'avais mis en application et que ça n'avait pas marché, je me serais dit, bon, bah non, je reste sur un truc très esthétique et froid. Mais là, j'ai vu que ça changeait tout. Donc, bon, bah, En fait, tu as apporté une touche de authenticité, ouais. une touche de naturel à ce que tu avais avant, à ce côté un peu froid, luxe. Tu as réchauffé avec le côté toi, Ouais. authenticité. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'était une des fausses idées que tu avais avant, sur la partie digitale, l'image. Oui, oui, parce que dans le luxe, si on n'a pas une image hyper léchée, bah, les revendeurs, ils veulent pas de nous. Donc, Et aujourd'hui, c'est l'inverse. et aujourd'hui, c'est l'inverse. On voit, bon, Jacques Mus, lui, tout est bien pensé, mais ça reste spontané et hyper naturel finalement. Et c'est ça que les boutiques recherchent. Donc, Et là, tu t'y retrouves dans cette manière de procéder aujourd'hui? oui, oui, Est-ce que tu te retrouves plus qu'avant?
Oui, bah oui, parce que je me sens beaucoup plus proche des abonnés. Il y a beaucoup plus d'échanges. Ils me répondent, je leur réponds. Il y a un dialogue qui se crée qui n'était pas du tout là avant. Et ça, oui, c'est évident. Depuis 2 mois, on va dire. Euh, Depuis 2 mois, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Les gens partagent plus et je partage plus avec eux aussi. Même si je ne suis pas à me prendre en photo parce que j'aime pas ça. Mais, euh, mais oui, il y a quelque chose d'un peu plus direct. Mm. Et quelles sont d'autres fausses idées que tu as eues et que tu as pu faire tomber grâce au programme? Euh, Bah, déjà, la pub, de faire de la pub, ça me paraissait être un peu. En fait, c'est un tout. C'est la pub, plus les newsletters, je pensais que ça allait faire trop, qu'on allait trop solliciter les gens, qu'ils allaient se lasser, qu'ils allaient se désabonner, qu'ils se seraient sentis un peu agressés. Mais en fait, pas du tout. Les gens sont intéressés par ce qu'on raconte. Donc, c'est ça qui est super, quoi. C'est qu'on ne travaille pas dans le vent. Il y a des gens qui sont intéressés. Oui, il y a toujours des gens qui n'aiment pas recevoir trop de messages, mais du coup, ce n'est pas forcément ceux qui ont envie de partager des choses avec une marque. Donc, eux se désabonnent, mais au final, ce n'est pas très grave. Ouais. Donc, je me suis un peu détendue là-dessus aussi. Ouais, c'est un cycle naturel, hein. Tu vas gagner des nouveaux abonnés, mais tu vas aussi perdre sur certains, mais c'est normal. Ouais. C'est comme les cheveux sur la tête. Ça Ouais. tombe, ça pousse. C'est un exemple un peu voilà, direct, mais c'est un peu ça l'idée. C'est que quand tu arrêtes, par exemple, de faire les publicités, Mm. ta liste, ta mailing list stagne. Mm. Et quand ça stagne, tu vas perdre sur temps et tu vas diminuer ta liste. C'est pour ça qu'il faut continuer à chasser les nouveaux parce que les gens qu'ils aiment, ils vont continuer à lire avec plaisir tes newsletters et d'autres, comme tu as dit, ils vont se désabonner, mais tant pis pour eux. Ouais. Donc, du coup, tu as changé le rythme des newsletters. Tu fais plus souvent. Bah oui, beaucoup plus souvent. Toi, tu recommandes peut-être 4 par semaine, par mois, donc une Mhm. par semaine. Moi, je fais plus aux alentours de 2 par mois. J'ai du mal à faire 4 par mois pour l'instant. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de choses à dire. Mais en tout cas, c'est pas une corvée de le faire et les gens cliquent, s'intéressent. Donc, Ouais, je pense que si tu fais une fois par semaine, tu seras encore plus proche de tes ouais. abonnés. Mhm. Tout est une question de vision, comment tu vois les choses. Oui, c'est sûr. Mais je pense que ça sera plus facile quand j'aurai ma nouvelle collection aussi Ouais. entre les mains pour pouvoir raconter de nouvelles histoires. Parce que là, pour l'instant, il y a toujours des choses à dire. Mais... Ouais, il y a toujours des choses à dire. Et puis tu peux proposer les offres, comme tu as fait assez récemment, tu as proposé un code de réduction et je suis sûre que ça a généré pas mal de ventes. Et Ouais. chaque fois qu'on envoie un mail, ça génère des ventes. Et ça, ce qui est intéressant. Parce que Oui, c'est gratuit au final. oui, c'est ça. Mm. Ok, et dernière question que j'aimerais te poser. Si demain, il y a une personne qui te sollicite pour demander comment se passe dans le programme et est-ce que tu recommandes le programme à M-Fashion, qu'est-ce que tu vas répondre? Bah, ça m'arrive très souvent de recevoir des messages de créateurs et je leur dis courez-y si vous avez du temps pour vous impliquer et que vous voulez avoir des effets rapides, surtout allez-y parce que moi je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. C'est un investissement financier mais qui vaut vraiment le coup. Il faut être prêt à donner un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de travail à faire au début, mais on rentabilise très très vite les efforts temps et financiers. Donc, ouais, je recommande à chaque fois le programme. Et il suffit d'aller voir l'évolution des marques qui font partie du programme pour se rendre compte que c'est, euh, c'est super, quoi. Ça change tout. Quand on a les clés pour débloquer, les barrières qu'on a, ça change tout. Ouais, c'est pas souvent les barrières, forcément, un manque de connaissances, qui est aussi le cas.
quand on ne maîtrise pas les outils, mais c'est aussi les barrières mentales. Oui. Il y a plein de choses qu'on s'interdit à faire et qui sont aujourd'hui nécessaires pour sortir du lot, parce qu'aujourd'hui, il faut être une marque authentique. Oui. Il faut être plus soi-même. Oui. Et aussi, moi, ce qui m'a convaincue dans le programme, et je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais en tout cas, c'était d'avoir quelque chose d'assez global. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui peut nous aider sur le site web, quelqu'un qui peut nous aider sur l'image, quelqu'un qui peut nous aider sur le commercial, mais on n'a jamais quelqu'un qui peut nous aider sur tout d'un coup. Et là, au moins, c'est fluide parce qu'on passe vraiment en revue toutes les étapes d'une marque digitale à succès. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment accompagné par rapport à faire appel à un prestataire qui pourrait le faire pour nous, juste sur un domaine. Là, c'est vrai qu'on sait ce qu'on fait parce que c'est nous qui devons faire le travail. Et en plus, ça englobe vraiment toutes les parties d'un business, quoi. Ouais. Et il y a aussi une autre grande partie que je dois fournir, c'est le mindset. Oui. Qui va vraiment débloquer pas mal de situations personnelles qui impactent aussi notre business. Alors, EFIR, dans 5 ans, ça ressemblera à quoi? EFIR dans 5 ans, et je pense ce qui serait super, c'est d'être un peu plus nombreux, Ouais. d'avoir une gamme un peu plus grande, pourquoi pas se développer à l'international aussi. Et je projette ça comme ça, pas forcément une très très grosse machine, mais une équipe plus grande forcément, et ouais, des ventes pardon, sur le digital partout dans le monde, même si on vend déjà un peu à l'étranger, de booster tout ça, et pourquoi pas d'avoir... je mise pas forcément sur la boutique, mais d'avoir un endroit physique à Paris dans lequel on peut recevoir des clients pourrait être sympa aussi. Mais une nouvelle expérience, pas forcément une boutique classique, mais quelque chose pour accueillir du public pourrait être sympa. Et faire vivre l'expérience du digital en physique. Et nouvelles inspirations pour les produits, peut-être? Oui, ça c'est sûr. Je prépare des choses. Restez bien connectés tous. En fait, tous tes produits sont croquants, donc après, il faut vraiment bien choisir parce que c'est vrai que c'est un budget, mais en même temps, ce sont des bijoux. On a envie de les porter, il y a un vrai soin de détail. C'est vraiment un produit de luxe, à un prix accessible. C'est ce qui est intéressant avec ton concept, et tu as une image qui est propre à toi et le produit qui est très identifiable. Oui, on voit ta patte créative. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui permet de se démarquer aussi de la concurrence, parce que la concurrence est vraiment rude en maroquinerie, mais en mode de façon générale, et il faut vraiment trouver des choses pour se démarquer de tout ça, parce que sinon on travaille dans le vent. Ouais. Mais surtout, ça va te permettre de tenir dans le temps. C'est parce que c'est toi, c'est ton style, c'est ta vision. Et c'est ça ce qui est intéressant, à pousser à l'extrême, ne rassembler à personne, ne se comparer à personne. Aller droit dans tes bottes, marque digitale, belle proposition, demain une équipe, et être bien dans ta peau. C'est ça. Aligné avec toi-même. Et c'est quand même le plus satisfaisant. Il faut le dire. Tu le vis, tu vis ta vie parce que tu aimes ce que tu fais. Et c'est ça ce qui te permet de te réveiller le matin et être contente de toi-même et de tout ce que tu vis. Et c'est aussi parce que tu as eu le courage de faire cette marque, et tu as eu le courage au bout de 5 ans de se dire non, je continue parce que j'y crois, et il faut juste que je revoie ma palette des outils qui sont à ma disposition. Et le programme t'a confirmé dans cette voie. C'était pas la cause de produit, c'était pas parce que tu es parti dans le mauvais sens, c'est juste que tu n'avais pas la bonne palette des outils pour faire ça. Ouais. C'est sûr.
Écoute, Emmanuel, c'était un grand plaisir de discuter avec toi et je suis contente de tes progrès. Bah, merci beaucoup, Euh, merci pour ton aide. et vraiment, j'espère voir une grande marque Effire dans quelques années, bien installée. Et, je serai toujours à tes côtés pour t'aider à avancer dans cette voie. Merci beaucoup. On va tout faire pour Super. travailler un petit peu. Bah oui, on travaille très dur pour obtenir les résultats, tous. Mm. Merci, Emmanuel. À très Merci vite. beaucoup.